Chapitre 33. Voyant que la porte ne s'ouvrait pas, l'homme l'ébranla d'un grand coup de pied. Il entra dans la salle et il dit, de sa même petite voix mielleuse, à Pinocchio et à la chandelle: « Parfait, mes garçons, vous avez bien fait de braire. J'ai reconnu tout de suite votre voix, et me voilà. » En entendant ces mots, les deux ânes restèrent tout penauds, la tête en bas, les oreilles basses et la queue entre les jambes. Pour commencer, l'homme les caressait, lissait leurs poils, les palpait. Puis, sortant une brosse, il commença à les étriller vigoureusement. Et quand, à force de toilettage, il les eut rendus brillants comme deux miroirs, il leur passa un licou et les conduisit sur la place du marché, en espérant les vendre en faisant un bon bénéfice. En fait, les acheteurs ne se firent pas attendre. La chandelle fut achetée par un cultivateur, dont l'âne était mort la veille, et Pinocchio fut vendu au directeur d'une compagnie d'acrobates et de clowns qui l'achetait pour le faire sauter et danser avec les autres animaux de la compagnie. Vous avez compris, mes petits amis, le beau métier que faisait cet homme. Cette brute monstrueuse, qui avait une physionomie toute de lait et de miel, allait de temps en temps faire un petit tour dans le monde. Pendant son voyage, il recrutait, en faisant beaucoup de promesses et de flatteries, tous les enfants paresseux qui détestaient les livres et l'école. Et, après les avoir chargés sur sa charrette, il les conduisait au pays des jouets pour qu'ils passent tout leur temps à jouer, à crier et à s'amuser. Après, quand ces pauvres enfants, à force de toujours jouer et ne jamais étudier, devenaient des ânes, alors, tout content, il les prenait et allait les vendre dans les foires et les marchés. Comme en quelques années, il en avait vendu beaucoup, il était devenu millionnaire. Je ne sais pas ce qu'il advint de la chandelle. En revanche, je sais que Pinocchio, dès les premiers jours, fut confronté à une vie très dure et misérable. Après l'avoir conduit à l'écurie, son nouveau patron, le directeur de la troupe, emplit sa mangeoire de paille hachée. Mais Pinocchio, après en avoir goûté une bouchée, la recracha. Alors le directeur, en grommelant, remplit sa mangeoire de foin. Mais Pinocchio n'aimait pas le foin non plus. « Ah, le foin non plus ne te plaît pas !» cria le directeur en colère. « Attends, mon bel âne, et si tu as des lubies en tête, je vais te les enlever, moi !» Et, pour lui faire bien comprendre, il lui donna un grand coup de fouet dans les jambes. Pinocchio, tout endolori, commença à pleurer et à braire, tout en disant: « La paille, je ne peux pas la digérer. »« Alors, mange le foin !» répliqua le directeur, qui comprenait le langage des ânes. « Mais le foin me donne mal à l'estomac. »« Donc, tu crois que parce que tu es un âne, je vais te nourrir de poulet et de galantine ?» ajouta le directeur de plus en plus en colère et en lui donnant un autre coup de fouet. Après ce second coup, Pinocchio, par prudence, se calma et ne dit plus un mot. Puis, la porte de l'écurie fut fermée, et le pantin resta seul. Et comme ça faisait plusieurs heures qu'il n'avait rien mangé, il commença à bâiller de faim. Et, en bâillant, il ouvrait une bouche aussi grande qu'un four. À la fin, ne trouvant rien d'autre dans la mangeoire, il se résigna à mâchouiller un peu de foin. Après l'avoir bien mastiqué, il ferma les yeux et l'avala. « Ce foin n'est pas trop mauvais, » dit-il entre ses dents, « mais j'aurais mieux fait de continuer à étudier. De ces heures-ci, au lieu de foin, je pourrais me régaler avec un morceau de pain frais et quelques tranches de saucisson. Mais patience. » Le lendemain matin, en se réveillant, il chercha tout de suite dans la mangeoire un peu de foin, mais il n'en trouva pas, parce qu'il l'avait tout mangé pendant la nuit. Alors il prit une bouchée de paille hachée.
Mais tout en mâchant, il pensait que le goût de la paille ne valait pas celui du risotto ou du gratin de macaroni. « Patience, répéta-t-il en continuant à mâcher. Je voudrais que mon malheur serve de leçon à tous les enfants désobéissants qui ne veulent pas étudier. Patience, patience. Patience, mon œil, hurla le patron, entrant dans l'écurie à ce moment-là. Tu crois peut-être, mon bel âne, que je t'ai acheté seulement pour te donner à boire et à manger. Je t'ai acheté pour que tu travailles et pour que tu me fasses gagner beaucoup d'argent. Maintenant, ça suffit. Debout. Viens avec moi sur la piste et je t'apprendrai à sauter dans des cerceaux et à danser la valse et la polka, debout sur tes pattes arrière. Le pauvre Pinocchio, de gré ou de force, fut obligé d'apprendre toutes ces belles choses. Mais avant de les savoir, il lui a fallu 3 mois de leçons et beaucoup de coups de fouet qui lui arrachaient la peau. Arriva finalement le jour où le patron fut en mesure d'annoncer un spectacle vraiment extraordinaire. Des affiches de toutes les couleurs étaient collées à tous les coins de rue et disaient ceci. Grand spectacle de gala. Ce soir, vous allez voir des numéros étonnants, exécutés par tous les artistes de la troupe. Et puis, sera présenté pour la première fois le fameux âne Pinocchio, appelé l'étoile de la danse. Le théâtre sera illuminé. Ce soir-là, comme vous pouvez vous l'imaginer, 1 heure avant le spectacle, le théâtre était plein à craquer. On ne trouvait plus une place, pas une chaise, même pas un strapontin, même payé à prix d'or. Les gradins fourmillaient de petits garçons, de petites filles et d'enfants de tous les âges, qui voulaient voir danser le fameux âne Pinocchio. Après la première partie du spectacle, le directeur de la compagnie, revêtu d'un habit noir, d'un pantalon blanc et de bottes de cuir qui lui montaient jusqu'aux genoux, se présenta devant le public et fit une grande révérence avec beaucoup de solennité et commença le discours suivant. Mesdames et messieurs, cher public, étant de passage dans votre illustre ville, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter à cet auditoire intelligent et connaisseur un petit âne célèbre qui a eu l'honneur de danser devant sa majesté l'empereur de toutes les plus grandes cours d'Europe. Je vous remercie pour votre auguste présence. Ce discours fut accompagné de beaucoup de rires et d'applaudissements qui redoublèrent et devinrent une clameur à la vue du petit âne Pinocchio au milieu de la piste. Il était pareil comme pour une fête. Il avait le poil bien brossé, avec 2 camélias blancs de chaque côté de la tête en guise de boucles d'oreilles. Sa crinière était divisée en petites nattes ornées de rubans roses. Il portait un licol d'or et d'argent, et sa queue était tressée de nœuds de velours jaune et bleu ciel. C'était en somme un petit âne adorable. Le directeur, en le présentant au public, ajouta ces mots. « Mon honorable public, je ne vous cacherai pas toutes les difficultés que j'ai eues pour acheter et apprivoiser ce mammifère, qui broutait paisiblement dans les montagnes de la zone torride. Observez, je vous prie, la sauvagerie de son regard. J'ai eu toutes les difficultés du monde pour le domestiquer, m'en faire obéir et lui apprendre à vivre comme un quadrupède bien élevé. J'ai commencé par de douces paroles, mais la gentillesse, au lieu d'obtenir de la bonne volonté, lui a rendu l'âme mauvaise. Alors, suivant le système de Gall, j'ai trouvé sur son crâne une petite bosse que la faculté de médecine de Paris appelle la bosse de la danse. C'est pour ça que je lui ai appris la danse, et non pas les sauts dans un cerceau ou marcher sur des bouteilles. Admirez-le, et puis jugez-le.
Avant de prendre congé de vous, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous inviter au spectacle de la matinée de demain. Au cas où le temps serait pluvieux, alors le spectacle, au lieu de demain après-midi, sera reporté à demain à 11 heures du matin. » Puis le directeur fit encore une révérence profonde, puis, se tournant vers Pinocchio, il lui dit « Approchez, Pinocchio. Avant de montrer votre talent, saluez ce respectable public, les messieurs, les dames et les enfants. » Pinocchio, obéissant, fléchit les 2 genoux jusqu'à terre et resta agenouillé jusqu'à ce que le directeur, faisant claquer son fouet, lui crie « Au pas !» Alors l'âne se releva et commença à tourner autour de la piste, toujours au pas. Au bout d'un moment, le directeur cria « Au trot !» et Pinocchio obéit au commandement, passa du pas au trot. « Au galop !» et Pinocchio se mit à galoper. « À toute vitesse !» et Pinocchio se mit à galoper à toute vitesse. Mais pendant qu'il courait comme un cheval, le directeur, levant son bras en l'air, tira un coup de pistolet. Au coup de pistolet, faisant semblant d'être blessé, il tomba d'un coup au milieu de la piste, faisant semblant d'être mort. Il y eut de tels éclats de rire et une salve d'applaudissements, de hurlements et de battements de mains que le vacarme montait jusqu'aux étoiles. Pinocchio leva la tête pour les regarder. Et tout à coup, il vit dans une loge une belle dame qui avait au cou un collier d'or d'où pendait un médaillon. Dans ce médaillon, il y avait le portrait d'un pantin. « C'est mon portrait, et cette dame est ma fée !» se dit Pinocchio, la reconnaissant, et tout content il se mit à crier « Ma petite fée! Ma petite fée !» Mais au lieu de ces paroles, il sortit de sa gorge un long braiement qui fit éclater de rire tous les spectateurs du théâtre et surtout les enfants. Le directeur, pour lui apprendre que ce n'était pas poli de braire devant le public, lui donna un coup de manche de son fouet sur le museau. Le pauvre petit âne, en tirant une langue longue comme le bras, fut obligé de lécher son nez pendant 5 minutes pour calmer ainsi la douleur qu'il ressentait sur le bout de son nez. Mais quel fut son désespoir quand, en regardant une autre fois la loge, il vit que la place était vide et que la fée était partie. Il se sentit mourir, ses yeux se remplirent de larmes et il se mit à pleurer amèrement. Heureusement, personne ne s'en aperçut, et le directeur encore moins, qui, faisant claquer son fouet, cria « Bravo, Pinocchio! Maintenant, montrez à ces messieurs et à ces dames comment vous savez bien sauter à travers les cerceaux. » Pinocchio essaya 2 ou 3 fois, mais une fois arrivé devant le cerceau, au lieu de le traverser, il trouvait plus facile de passer par-dessous. Pour finir, il fit un grand saut et le traversa. Mais ses pattes de derrière restèrent accrochées au cerceau, et tous les gens éclatèrent de rire. Quand il se releva, il était boiteux, et il pouvait à peine clopiner jusqu'à l'écurie. « Reviens, Pinocchio, nous voulons le petit âne. Reviens, Pinocchio, nous voulons le petit âne. Reviens, Pinocchio !» criaient les enfants du public, pleins de pitié pour le malheureux petit âne. Mais le petit âne ne revint pas. Le lendemain, le vétérinaire, après l'avoir ausculté, déclara qu'il resterait boiteux toute sa vie. Alors le directeur dit à son garçon d'écurie « Que veux-tu que je fasse d'un âne boiteux? Il va manger comme un ogre sans rien me rapporter. Apporte-le sur la place du village et revends-le. » À peine arrivé sur la place du village, il trouva tout de suite un acheteur qui demanda au garçon d'écurie « Combien vendez-vous cet âne boiteux ?»« 20 francs. »« Je t'en donne 20 sous. Je ne l'achète pas pour m'en servir, je l'achète seulement pour sa peau.
Je vois qu'il a une belle peau bien dure, et avec cette peau je veux faire un tambour pour l'orchestre de mon village. » Je vous laisse imaginer le plaisir que ce fut pour le pauvre Pinocchio de savoir qu'il était destiné à devenir un tambour. L'acheteur, à peine eut-il payé les 20 sous, qu'il conduisit l'âne sur le rivage de la mer. Il lui attacha une pierre autour du cou et lui attacha une patte avec la corde qu'il tenait à la main et le jeta dans l'eau d'un grand coup de pied. Pinocchio, avec cette pierre autour du cou, s'enfonça d'un coup au fond de la mer. L'acheteur, tenant toujours le bout de la corde, s'assit sur un rocher et attendit que l'âne eût le temps de mourir pour pouvoir le dépouiller de sa peau. Chapitre 34. Il y avait 50 minutes que le pantin était dans l'eau, et son acheteur se dit « De ces heures-ci, mon pauvre âne boiteux doit bel et bien être noyé. Sortons-le, et faisons un beau tambour avec sa peau. » Et il commença à tirer la corde qui était attachée à une de ses jambes, et tira. À la fin, il vit sortir de l'eau. Devinez quoi? Au lieu d'un petit âne mort, il vit apparaître, à l'autre bout de la corde, un pantin bien vivant qui se tortillait comme une anguille. En voyant le pantin de bois, le pauvre homme crut rêver, et il resta tout abasourdi, la bouche ouverte et les yeux hors de la tête. Revenu un peu de sa stupeur, il dit en balbutiant « Et l'âne que j'ai jeté dans l'eau, où est-il ?»« C'est moi, l'âne !» dit le pantin en riant. « Toi ? Moi ? Ah, tu veux faire le mariole pour te moquer de moi ?» « Me moquer de vous? Au contraire, cher monsieur, je suis très sérieux. »« Mais comment as-tu fait, toi qui étais un âne quand je t'ai jeté dans l'eau, pour devenir un pantin de bois ?»« C'est l'effet de l'eau de mer. L'eau de mer fait quelquefois des plaisanteries comme celle-ci. »« C'est mal, pantin, très mal. Ne crois pas t'amuser à mes dépens en disant de pareilles bêtises. Gare à toi si je commence à m'énerver. » « Eh bien, patron, vous voulez connaître toute mon histoire, tout à fait vraie? Détachez-moi la jambe, et je vous raconterai tout. » Cette bonne patte d'acheteur, curieux de connaître l'histoire de Pinocchio, défit le nœud de la corde qui le ficelait. Et alors, Pinocchio, se trouvant libre comme un oiseau dans le ciel, lui dit ceci. « Sachez donc que j'étais un pantin de bois, comme je suis maintenant. Mais je voulais devenir un vrai garçon, comme il y en a tant en ce monde. Mais, à cause de ma mauvaise volonté d'étudier et parce que j'ai écouté de mauvais camarades, je me suis échappé de ma maison. Et un beau jour, en me réveillant, je me suis trouvé changé en âne, avec de longues oreilles et une longue queue. Quelle honte pour moi! Une honte, cher patron, que saint Antoine ne vous fasse jamais éprouver. On m'a emmené sur le marché des ânes pour être vendu, et je fus acheté par le directeur d'une troupe d'animaux savants, qui se mit en tête de faire de moi un grand danseur et un grand sauteur à travers les cercles. Mais un soir, pendant le spectacle, j'ai fait une mauvaise chute et je suis resté estropié. Alors le directeur, ne sachant pas quoi faire d'un âne boiteux, a voulu me revendre, et vous m'avez acheté. Malheureusement, et je t'ai payé 20 sous. Et maintenant, qui me remboursera mes pauvres 20 sous? Et pourquoi vous m'avez acheté? Vous m'avez acheté pour faire un tambour avec ma peau. Un tambour? Eh oui! Et maintenant, où est-ce que je vais trouver une autre peau? Ne vous désespérez pas, patron. Des ânes, il y en a tant en ce monde. Dis-moi, coquin impertinent, est-ce que ton histoire est finie? Non, répondit le pantin. Encore 2 mots, et elle est finie. Après m'avoir acheté, vous m'avez emmené ici pour me tuer. Et puis, cédant à un sentiment de pitié, vous avez préféré me mettre une pierre au cou et me jeter dans la mer. Cette délicatesse vous fait beaucoup d'honneur, et je vous en serai éternellement reconnaissant. Seulement, cher patron,
aujourd'hui vous avez eu affaire avec la fée. » « Et qui est cette fée ?»« C'est ma maman, qui ressemble à toutes les bonnes mamans, qui aiment leurs enfants et ne les quittent jamais des yeux, et les protègent de tout malheur. Mais quand leurs enfants leur échappent, à cause de leur désobéissance, ils mériteraient d'être abandonnés et laissés livrés à eux-mêmes. Je disais donc que ma bonne fée, dès qu'elle me vit en danger de mort, envoya autour de moi une multitude de poissons, qui, croyant avoir affaire à un âne noyé, commencèrent à me manger. Et qu'est-ce qu'ils faisaient de grosses bouchées! Je n'aurais jamais cru que des poissons pouvaient être plus gloutons que des enfants. Ils me mangèrent les oreilles, puis le museau, le cou et la crinière, puis la peau et les pattes, puis le dos, et pour finir, ils me mangèrent la queue. À partir d'aujourd'hui, je jure de ne plus pêcher. J'aurais trop peur, en ouvrant une truite ou un brochet, de trouver dans son corps une queue d'âne. »« Je suis d'accord avec vous, » répliqua le pantin en riant. « Du reste, vous devez savoir que, quand les poissons eurent fini de manger toute la peau qui me couvrait de la tête aux pieds, ils arrivèrent, naturellement, à l'os. Or, pour mieux dire, ils arrivèrent au bois, parce que, comme vous le voyez, je suis fait d'un bois très dur, et après les premiers coups de dent, ces poissons gloutons s'aperçurent que le bois n'était pas bon pour leurs estomacs, et abandonnant cette nourriture indigeste, ils partirent par-ci, par-là, sans même me dire merci. Et me voici, en train de vous raconter qu'au lieu d'un âne mort, vous avez trouvé un pantin bien vivant. « Je me moque de ton histoire !» cria l'acheteur fou de rage. « Je sais seulement que j'ai perdu 20 sous pour t'acheter, et je veux revoir mes sous. Tu sais ce que je vais faire? Je te ramènerai au marché, et je te revendrai au prix du bois à quelqu'un pour allumer le feu dans sa cheminée. »« Revendez-moi, et je serai content, » dit Pinocchio. Et en disant cela, il bondit et sauta au milieu de l'eau. Et en nageant, il s'éloignait de la plage, et il criait à son pauvre acheteur. « Adieu, patron! Si vous avez besoin d'une peau pour faire un tambour, pensez à moi !» Et il riait en continuant à nager. Un peu plus tard, il se retourna en disant « Adieu, patron! Si vous avez besoin d'un peu de bois pour allumer votre feu, pensez à moi !» Pendant ce temps, il s'était tellement éloigné qu'on ne le voyait plus de la plage. On apercevait seulement un petit point noir qui, de temps en temps, soulevait ses jambes hors de l'eau et faisait des sauts et des cabrioles, comme un dauphin de bonne humeur. Pendant que Pinocchio nageait à l'aventure, il vit, au milieu de la mer, un rocher qui semblait être fait de marbre blanc, et au sommet du rocher, il y avait une belle petite chèvre qui bêlait gentiment et lui faisait signe d'approcher. La chose la plus extraordinaire était celle-ci. La laine de cette chèvre, au lieu d'être noir et blanc, ou de 2 couleurs comme les autres chèvres, était au contraire toute bleue, mais d'un bleu très doux qui faisait penser aux cheveux de la belle jeune fille. Je vous laisse imaginer comment le cœur de Pinocchio se mit à battre très fort. Rassemblant tout son courage et toute sa force, il se mit à nager vers le rocher blanc. Il était déjà à moitié chemin quand il vit sortir de l'eau une horrible tête de monstre marin, avec la bouche ouverte comme un gouffre et 3 rangées de dents qui auraient épouvanté n'importe qui, même en peinture. Et savez-vous qui était ce monstre marin? Ce monstre marin n'était ni plus ni moins que la gigantesque baleine que nous avons rencontrée plusieurs fois dans cette histoire, rappelez-vous, et qu'on avait appelée l'Attila des poissons et des pêcheurs, à cause de sa voracité insatiable et de sa méchanceté. Imaginez-vous la terreur de ce pauvre Pinocchio en voyant ce monstre. Il chercha à le semer en changeant de direction, il essaya de s'enfuir. Et cette immense bouche ouverte s'approchait toujours à la vitesse d'une flèche.
Dépêche-toi, Pinocchio, par pitié, bêlait désespérément la petite chèvre. Et Pinocchio nageait en remuant désespérément ses jambes, ses bras et son corps tout entier. Dépêche-toi, Pinocchio, le monstre se rapproche. Et Pinocchio, faisant appel à toutes ses forces, redoubla de vitesse. Attention, Pinocchio, le monstre te rattrape. Le voilà, il arrive, dépêche-toi par pitié ou tu es perdu. Pinocchio nageait plus vite que jamais, vite, 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 aussi vite qu'une balle de fusil. Il était presque arrivé au rocher, et déjà la petite chèvre, se penchant au-dessus du rocher, lui tendait les deux pattes de devant pour l'aider à sortir de l'eau. Mais c'était trop tard. Le monstre l'avait rejoint, et, ouvrant une énorme gueule, il engloutit Pinocchio, comme il aurait gobé un œuf de poule. Et il l'avala avec tant de violence et tant d'avidité que Pinocchio, tombant comme un caillou dans le ventre de la baleine, reçut un choc si violent qu'il en resta inanimé pendant un bon quart d'heure. Quand il retrouva ses esprits, il ne savait plus qui il était et où il était. Autour de lui, c'était noir comme dans un four, mais un four si noir et si profond qu'il lui semblait se trouver dans un encrier plein d'encre noire. Il écouta, mais n'entendit rien. Il sentait seulement de temps en temps une rafale de vent lui cingler le visage. Au commencement, il ne comprenait pas d'où ce vent pouvait venir. Puis il comprit que ce vent sortait des poumons du monstre, parce qu'il faut savoir que la baleine avait de l'asthme, et quand elle respirait, on aurait cru que la tramontane soufflait. Pinocchio, d'abord, essaya de rassembler un peu de courage. Mais quand il s'aperçut qu'il était enfermé dans le ventre de la baleine, alors il commença à pleurer et à crier, et en sanglotant, il disait « Au secours! Au secours! Oh, pauvre de moi! Il n'y a personne qui viendra me sauver! » « Qui veux-tu qui te sauve, malheureux ?» dit à ce moment une grosse voix tout près de lui. « Qui parle comme ça ?» dit Pinocchio en tremblant d'épouvante. « C'est moi, je suis un pauvre thon que la baleine a englouti en même temps que toi. Et toi, quel poisson es-tu ? » ?»« Je ne suis pas un poisson, je suis un pantin. »« Et alors, puisque tu n'es pas un poisson, pourquoi est-ce que tu t'es fait avaler par le monstre ? » ?»« Ce n'est pas moi qui me suis fait avaler, c'est lui qui m'a avalé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette obscurité ? » « Il ne reste plus qu'à attendre que la baleine ait digéré tous les deux. »« Mais moi, je ne veux pas être digéré !» hurla Pinocchio en recommençant à pleurer. « Personne ne veut être digéré, » ajouta le thon. « Mais moi, je suis philosophe, et je me console en pensant que, quand on est thon, il vaut mieux mourir dans l'eau que dans l'huile de friture. »« Sottise !» cria Pinocchio. « C'est mon opinion, » répliqua le thon. « Et les opinions, comme disent les thons politiques, doivent toutes être respectées. »« Mais moi, je veux m'en aller, je veux m'enfuir. »« Va-t'en, si tu y arrives. »« Est-ce qu'elle est très grosse, cette baleine qui nous a avalés ?» demanda le pantin. « Son corps est long d'au moins 1 kilomètre, sans compter la queue. » Pendant cette conversation dans le noir, Pinocchio crut apercevoir une petite lueur dans le lointain. « Qu'est-ce que c'est que cette lumière là-bas ?»« Ça doit être un de nos compagnons d'infortune qui attend comme nous le moment d'être digéré. »« Je voudrais aller le voir. Si ça se trouve, ce sera quelque vieux poisson capable de me dire comment on peut sortir d'ici. »« Je te le souhaite de grand cœur, cher pantin. »« Adieu, thon. »« Adieu, Pinocchio, et bonne chance. »« Peut-être qu'on se reverra un jour. »« Qui sait, il vaut mieux ne pas trop compter là-dessus. » Chapitre 35. À peine Pinocchio eut-il dit adieu à son ami le thon,
qu'il se releva en trébuchant à cause de l'obscurité et commença à marcher à tâtons dans le corps de la baleine, avançant avec précaution un pied après l'autre en direction de la petite lueur qu'il voyait clignoter dans le lointain. En marchant, il sentait que ses pieds s'enfonçaient dans une boue grasse et gluante, et cette boue dégageait une odeur de poisson frit si forte qu'il se serait cru à la mi-carême. Plus il avançait, plus la lueur se faisait brillante et distincte. Il marcha, et à la fin, il arriva. Et une fois arrivé, qui était là? Je vous le donne en mille. Il vit une petite table dressée, avec dessus une bougie allumée dans une bouteille de cristal vert. Et à cette table était assis un petit vieux aux cheveux blancs comme de la neige ou de la crème chantilly. Et il était en train de manger quelques poissons vivants, mais si vivants que quelquefois ils s'échappaient de sa bouche. En le voyant, Pinocchio fut saisi d'une telle allégresse et d'une telle surprise qu'il faillit tomber. Il était en plein délire. Il voulait rire, il voulait pleurer, il voulait dire un tas de choses. Et, à la place, il balbutiait des mots tout embrouillés et qui ne voulaient rien dire. Finalement, il poussa un hurlement de joie, ouvrit les bras et alla se jeter au cou du petit vieux en criant « Papa! Oh, mon papa! Enfin, je t'ai retrouvé! À partir de maintenant, je ne te laisserai jamais plus, jamais. » « Est-ce que mes yeux me trompent ?» répliqua le petit vieux en les frottant. « Tu serais vraiment mon cher petit Pinocchio ? » Oui, c'est vraiment moi. Et tu m'as déjà pardonné, n'est-ce pas? Oh, mon papa, comme tu es bon. Et penser que moi, au contraire. Mais si tu savais tous les malheurs qui me sont tombés dessus, tout est toujours allé de travers. Figure-toi que le jour où toi, mon pauvre papa, tu es allé vendre ton manteau pour m'acheter un livre de lecture pour aller à l'école, je me suis échappé pour aller voir un spectacle de marionnettes, et le marionnettiste voulait me mettre au feu pour finir de cuire son rôti de mouton. Et puis il m'a donné 5 pièces d'or, et j'étais en train de te les apporter. Mais j'ai trouvé en chemin le renard et le chat, qui me conduisirent à l'auberge de l'écrevisse rouge, où là, ils mangèrent comme 4. Puis je suis partie seule dans la nuit, et j'ai rencontré les assassins, qui se mirent à me courir après. Et je courais devant, et eux couraient derrière, et moi toujours devant, et eux toujours derrière. Et à la fin, ils m'ont rattrapée, et ils m'ont pendue à une branche du grand chêne. La belle jeune fille aux cheveux bleus m'envoya chercher dans un carrosse traîné par des souris. Et les médecins, après m'avoir ausculté, dirent « S'il n'est pas mort, c'est qu'il est toujours vivant. » Après, j'ai dit des mensonges, et mon nez s'est mis à grandir, tellement que je ne pouvais plus passer par la porte de la maison. Et puis, je suis allée avec le renard et le chat enterrer mes 4 pièces d'or, parce que la dernière, je l'avais dépensée à l'auberge. Et le perroquet s'est mis à se moquer de moi. Et moi, au lieu d'un arbre avec 1000 pièces d'or, je ne trouvais plus rien. C'est pourquoi le juge, quand je suis allée me plaindre d'avoir été volée, m'a mis en prison pour faire plaisir aux voleurs. Et puis, en revenant, j'ai vu une belle grappe de raisin dans une vigne, et quand je suis allée la cueillir, j'ai été pris dans un piège, et le paysan qui l'avait posé me mit un collier de chien et m'obligea à monter la garde dans son poulailler. Heureusement, il reconnut mon innocence et me laissa partir. Et le serpent, avec sa queue qui fumait, éclata de rire, tellement qu'il se rompit une veine du cou et mourut. Et c'est ainsi que je revenais à la maison de la belle jeune fille, qui était morte. Et la colombe, en me voyant pleurer, me dit « J'ai vu ton papa, qui construisait une barque pour venir te chercher. » Et je lui ai dit « Ah, si j'avais des ailes, moi aussi !» Et elle me dit « Veux-tu venir avec moi jusqu'à ton papa ?» Et je lui dis « Bien sûr que oui, mais comment faire ?» Et elle me dit « Je te porterai. » Et moi je lui dis « Comment ?»
et elle me dit « Monte sur mon dos !» Nous avons volé toute la nuit, et puis le lendemain matin, nous sommes arrivés sur la plage, et nous avons vu tous les pêcheurs en train de regarder quelque chose au loin sur la mer, et ils me dirent « C'est un pauvre homme dans une petite barque qui va se noyer !» Je t'ai reconnu tout de suite, c'est mon cœur qui me l'avait dit, et je vous ai fait signe de revenir sur la plage. Moi aussi, je t'ai reconnu, dit Geppetto, et j'aurais bien voulu revenir sur la plage. Mais comment faire? La mer était houleuse, et une vague énorme engloutit ma petite barque. Alors, une horrible baleine qui se trouvait là, dès qu'elle m'a vu dans l'eau à côté d'elle, elle s'approcha de moi et, tirant la langue, elle m'avala comme une bouchée de pain. « Et depuis combien de temps es-tu enfermé ici ?» demanda Pinocchio. « Dans quelques jours, ça fera 2 ans. 2 ans qui m'ont paru 2 siècles. »« Comment as-tu fait pour vivre là-dedans? Et où as-tu trouvé cette bougie et les allumettes pour l'allumer? Qui te les a données ?» Maintenant, je vais tout te raconter. Cette bourrasque, qui a englouti ma petite barque, a aussi fait couler un navire marchand. Les marins ont tous été sauvés, mais le bâtiment coula, et la baleine, qui avait bon appétit après m'avoir avalé, a avalé aussi le bateau. « Comment? Elle a tout avalé dans la même bouchée ?» demanda Pinocchio étonné. « Tout en une bouchée, et elle recracha seulement le grand mât, parce qu'il lui était resté entre les dents comme une arête. Pour moi, c'était une grande chance, parce que ce bateau était chargé de boîtes de conserve, de biscottes, de pain, de fromage, de bouteilles de vin, de raisins secs, de café, de sucre, de bougies et d'allumettes. Avec toutes ces choses, j'ai pu, grâce à Dieu, vivre ici pendant 2 ans. Mais aujourd'hui, j'en suis arrivé à mes dernières provisions. Je n'ai plus rien, sauf cette bougie qui est ma dernière. Et après? Et après, mon cher petit, nous resterons tous les deux dans l'obscurité. Alors, mon papa chéri, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut nous échapper tout de suite. Nous échapper? Et comment? En nous échappant de la bouche de la baleine et en nous jetant dans la mer, puis en nageant. C'est bien dit, mais moi, cher Pinocchio, je ne sais pas nager. Qu'importe, tu monteras sur mes épaules, et moi qui suis un bon nageur, je te porterai à bon port sur la plage. Tu rêves, mon petit, répliqua Geppetto en hochant la tête et en souriant tristement. Ce n'est pas possible qu'un pantin comme toi, pas plus haut qu'un mètre, puisse avoir la force de me porter sur ses épaules en nageant. Essaie un peu et tu verras. Et s'il est écrit dans le ciel que nous devons mourir, au moins nous aurons la grande consolation de mourir ensemble, dans les bras l'un de l'autre. Et sans rien ajouter, Pinocchio prit la bougie et, passant le premier pour éclairer, il dit à son papa « Suis-moi et n'aie pas peur !» Ils marchèrent ainsi un bon moment et traversèrent tout le corps et tout l'estomac de la baleine. Arrivés à l'endroit où commençait la grande gueule du monstre, ils s'arrêtèrent pour observer autour d'eux et guetter le moment favorable à leur fuite. Il faut savoir que la baleine était très vieille, et qu'elle avait de l'asthme et des palpitations, et qu'elle était obligée de dormir la bouche ouverte. Alors, Pinocchio se mit à l'entrée de la gueule, et, regardant au-dessus de lui, il vit un morceau de ciel étoilé et un beau clair de lune. « C'est le moment de s'échapper !» murmura-t-il alors en se retournant. « La baleine dort comme un loir, la mer est tranquille et on y voit comme en plein jour. Suis-moi, papa, et bientôt nous serons sauvés. » Sitôt dit, sitôt fait, ils montèrent par la gorge du monstre marin, et, arrivés à la gueule immense, ils marchèrent sur la pointe des pieds, sur la langue, une langue large et longue comme la grande allée d'un jardin. Ils étaient déjà prêts à sauter et à se jeter à la mer,
quand, au même moment, la baleine éternua et donna une si grande secousse que Pinocchio et Geppetto se trouvèrent emportés vers l'arrière et se retrouvèrent au fond de l'estomac du monstre. Dans leur chute, la bougie s'était éteinte, et père et fils restèrent dans le noir. « Et maintenant ?» demanda Pinocchio, devenu sérieux. « Maintenant, mon enfant, nous sommes bel et bien perdus. »« Pourquoi perdus? Donne-moi la main, papa, et attention à ne pas glisser. »« Où me conduis-tu? »« On recommence. Viens avec moi et n'aie pas peur. » Pinocchio prit son papa par la main, et, marchant toujours sur la pointe des pieds, ils recommencèrent à remonter par le gosier du monstre. Ils traversèrent toute la langue et franchirent les 3 rangées de dents. Avant de faire le grand saut, Pinocchio dit à son papa: « Monte à cheval sur mes épaules et tiens-moi très fort, je m'occupe du reste. » Dès que Geppetto fut monté sur les épaules de Pinocchio, le pantin, sûr de lui, se jeta dans la mer et commença à nager. La mer était calme, une mer d'huile. La lune brillait de tout son éclat, et la baleine continuait à dormir si profondément qu'un coup